Bonjour à tous. On va essayer enfin de prendre un peu de hauteur. Mais au sens propre, rassurez-vous, au sens propre. Au sens propre. Ravi de vous retrouver sous le ciel de Chamonix. On va justement s'envoyer en l'air, et là aussi au sens propre, et pour retomber dans un petit quart d'heure. Pourquoi ? Parce qu'on a faim, bien sûr. Guy, j'ai un petit message pour toi. Tu sais que tu es mon ami, tu sais que je suis cardiologue, passionné de médecine et de santé. C'est la raison pour laquelle tu m'as proposé il y a 2 ans d'animer un débat sur le bioterrorisme. L'année dernière sur la cybersécurité et aujourd'hui sur la sécurité des avions. Donc merci de voir en moi un expert tout-terrain. Alors avant de démarrer, je voudrais faire un petit sondage dans la salle. Je voudrais que ceux qui seraient OK pour voler, pour se transporter dans un avion sans pilote lèvent la main. Vous me raconterez ce qui s'est passé. Et la deuxième chose, levez la main ceux qui accepteraient de se faire soigner par une intelligence artificielle. Plus de monde. Ça, c'est moins sympa pour moi. Okay. Donc Isabelle Lacasse, bonjour. Vous travaillez donc chez Airbus depuis de nombreuses années, en particulier dans le domaine de la stratégie et de l'innovation, que vous avez même à un moment donné dirigé. Et aujourd'hui, vous dirigez la filiale de l'avionneur dédié à l'innovation, Airbus UpNext, sur le système Dragonfly sur l'Airbus A350. On sait que l'avion, c'est le mode de transport le plus sûr, de très loin. Est-ce que, si les incidents et les accidents sont rares, est-ce que la plupart des incidents et des accidents sont dus à une erreur humaine ? Alors, avant peut-être de partir bille en tête sur s'envoyer en l'air, je propose quand même de recadrer un petit peu le sujet vu de Airbus. Pour Airbus, le sujet de la sécurité est un sujet vraiment très, très important. Et je dirais que dans l'activité Airbus, en fait, on mise énormément d'investissements R&D pour toujours améliorer la sécurité. Comme vous avez dit, le transport aérien est déjà très très sûr, de l'ordre d'un accident pour 33 millions de vols au global de la flotte mondiale. Donc au niveau Airbus, sur des flottes plus récentes, c'est encore meilleur comme stat. Mais malgré tout, Airbus continue d'investir dans la décarbonation, mais aussi dans la sécurité. Et c'est un petit peu le propos du démonstrateur Dragonfly que j'ai pu diriger. Et voilà. Alors justement, donc Dragonfly, ça veut dire libellule. Et vous voudriez qu'un avion vole comme une libellule ? Expliquez-moi ça, parce que j'ai déjà vu des libellules, je n'ai pas l'impression que ça vole comme un avion. Alors la libellule, et on cherche souvent l'inspiration à travers la nature, vrai côté Airbus ou d'autres industries, la libellule a des super pouvoirs pour voir, une vision diurne vraiment excellente, et aussi du vol qui est vraiment très, très... elle est très forte, la libellule, pour éviter les prédateurs. Donc elle est capable de faire de la diversion, du déroutement, et de pouvoir se poser ailleurs pour éviter ces prédateurs. Et c'est un petit peu à cette image-là qu'on a lancé le projet Dragonfly, pour imiter la libellule dans des situations un petit peu d'urgence. Qu'est-ce qu'un prédateur pour un avion ? Le prédateur, c'est éviter tout accident, en fait. Ouais, c'est le mauvais temps, c'est les... Alors, ça peut être une situation à risque qui peut être liée à des problèmes bord ou des problèmes extérieurs, des situations externes. Alors, vous testez donc une technologie qui est maintenant très, très aboutie, de vol autonome. On verra le parallèle avec la médecine. Autonomie, ça ne veut pas dire remplacement. Autonomie, on ne va pas remplacer le pilote. Ce n'est absolument pas du tout l'enjeu au niveau Airbus. Surtout pas que le pilote se mette en grève, donc il va rester là. C'est même pas une question de grève, c'est qu'on croit beaucoup alors excusez-moi, j'ai beaucoup de franglais, donc à du teaming, c'est-à-dire en fait vraiment la collaboration entre le pilote et les systèmes bord. Donc pour nous, le fait d'envisager de l'automatisation, c'est plutôt des aides à la décision, c'est des assistances au pilotage, du work sharing, je sais que des mots anglais qui viennent, mais on va dire du partage d'activités entre le pilote et les systèmes, de manière à avoir un système collaboratif beaucoup plus efficient. Et le côté efficient, il ne faut pas avoir l'avion seul dans l'espace aérien, il y a besoin de collaborer aussi avec le contrôle aérien, avec les compagnies aériennes et potentiellement avec les autres avions. Donc là, le système est très complexe en termes de collaboration. D'accord, donc évidemment votre système utilise beaucoup l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence artificielle depuis 3 ans en santé. J'imagine que vous l'utilisez depuis plus longtemps que ça, non ? Alors l'utiliser au sens certification sur les avions aujourd'hui existants au sein des avions Airbus pour des fonctions d'aide au pilotage, non.
En revanche, des réflexions là-dessus, ça fait partie de nombreux projets de recherche qu'on peut mener au sein d'Airbus. Et entre autres, avec Dragonfly, on est allé explorer ces technos, notamment sous l'angle de la reconnaissance de la voix, traitement de la voix, et d'autre part sur le traitement de l'image pour développer des fonctions d'aide au pilotage pour l'équipage. Alors donc, cette technologie, elle va surtout assister le pilote, les pilotes, parce qu'il y en a 2, parfois 3, dans des situations, par exemple, d'urgence. Quel exemple de situation d'urgence? Donc il y a eu 2 axes sur le projet Dragonfly. Il y a eu un premier axe sur le déroutement. Les phases de déroutement, en fait, pour l'équipage, c'est une situation évidemment, on va dire, stressante. Ça peut être dû à des problèmes système bord, des pannes. Ça peut être lié à des passagers malades. Ça peut être potentiellement lié aux pilotes malades, au pluriel si on imagine une intoxication alimentaire, voire à une hypoxie. Donc on peut avoir différents degrés. Voir les 2 pilotes malades. Voir les 2 pilotes, potentiellement. Il y a eu des cas comme ça dans le passé. Donc l'idée, c'est de pouvoir adresser ces cas-là d'un point de vue techno. Et dans ce cas-là, en fait, ce qu'on a pu développer, en fait, c'est vraiment une fonction d'assistance qui va aider les pilotes à prendre cette décision de déroutement. Vers quel terrain aller, comment construire la trajectoire en évitant le relief, la météo, et potentiellement de pouvoir le voler aussi en automatique si les pilotes le souhaitent ou s'ils ne répondent pas. D'accord. Est-ce qu'il peut se mettre en pilote automatique sans l'accord des pilotes? Donc ça fait partie des fonctions qu'on est allé tester en vol. On l'a testé sur un 350, réellement avec tout l'environnement réel. Et donc avec le contrôle aérien, avec le trafic tout autour. Et effectivement, on est allé poser un avion sans action pilote. Bon, il y avait des pilotes à bord, on parle vraiment de vol de recherche, d'exploration de techno. Mais en revanche, on l'a fait tout en automatique, effectivement, pour aller poser l'avion et voir juste. Je ne vous demande pas comment ça s'est passé. Oui. L'avion a... D'accord. Très, très bien. C'est mieux. Donc d'autres situations d'urgence que le déroutement? Alors d'autres situations d'urgence qu'on a traitées aussi dans le cadre de ce démonstrateur. Alors ce n'est pas forcément situation d'urgence, mais je dirais grosse charge mentale pour l'équipage. Les phases de taxi. Les phases de taxi sur des aéroports très chargés, je pense à Los Angeles, New York, peut-être Paris. Pour des pilotes qui sont entraînés sur cet aéroport ou qui soient nouveaux sur l'aéroport, c'est beaucoup de charge mentale. En fait, ils atterrissent, il y a le flux des avions derrière qui arrive, il faut dégager la piste, il faut de suite savoir s'orienter sur l'aéroport. Il y a beaucoup de taxiways, etc., avant de rejoindre la gate, le parking. Et d'autre part, beaucoup d'instructions du contrôle aérien qui leur dit vous êtes autorisé à traverser telle piste ou pas autorisé, etc. Donc tout ça représente énormément de charge mentale pour les pilotes. Et il ne faut pas qu'ils soient paumés. Donc on a fait un ensemble d'assistance un petit peu comme ce que vous pouvez avoir dans la voiture, avec écouter ce qui est dit par le contrôle aérien pour leur donner un mapping, la route à suivre pour rejoindre le parking, la traduction de tout ce qui est dit par le contrôle aérien en termes de voix, donc analyse de donc vous parlez de reconnaissance vocale. Et puis aussi beaucoup de choses autour de tout ce qui est reconnaissance visuelle pour maintenir l'axe de piste, comme ce que vous avez sur la voiture, pour maintenir la route, et détection d'obstacles tout autour et prévenir les risques de collision. Alors justement, est-ce que cette IA qui est à la base de votre... est-ce qu'elle a aussi un côté prédictif? Est-ce qu'elle permet de dire, attention, il risque d'y avoir un problème, une situation d'urgence? Pas pour l'instant, ou si? Dans ce qu'on a pu explorer, effectivement, dans le cadre du taxi, par exemple, il y a un côté prédictif dans le sens, en fait, où on va détecter les obstacles potentiels autour de l'avion et prévenir le pilote qui a cette alerte-là jusqu'à aller faire le freinage d'urgence à la place du pilote. Tout le monde se rappelle du pilote qui s'est fracassé contre une montagne il y a quelques années. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que l'avion aurait pu prendre le contrôle justement de l'avion? Est-ce que votre système aurait pu prendre le contrôle de l'avion et empêcher cet accident? Dans le cadre des réflexions Airbus, en fait, pour nous, le pilote est toujours celui qui maîtrise, qui dirige l'avion, qui prend ses décisions. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui sont envisagées. Et en revanche, en termes d'exploration de système, on sait dire les risques de collision avec le relief qu'il pourrait y avoir, etc. Et fournir l'information à l'équipage pour prendre les bonnes décisions d'évitement du terrain. Donc assister le pilote
et l'assister, non pas le remplacer. Donc, c'est vrai que quand on parle d'autonomie, on pense plutôt à la substitution, un petit peu comme les médecins. On est tous d'accord pour que le médecin ait toujours la main pour la décision, pour une synthèse, après, évidemment, les résultats de l'IA. Comment voyez-vous l'avenir et jusqu'où iront les progrès technologiques dans votre domaine? Suite à ce démonstrateur Dragonfly là, qu'on a terminé cette année, je dirais que les résultats sont très promoteurs sur un certain nombre d'assistances au pilotage qu'on pourrait développer, qui pourraient voir le jour, aussi bien pour du déroutement automatique que pour du taxi. Malgré tout, les conclusions, c'est qu'il faut encore aller plus loin sur la robustification de tout ce qui est basé IA, que ce soit pour de la voix, du traitement d'image, de la prise de décision. Le système aéronautique est très très contraint en termes de réglementation et donc tout l'exercice de démonstration de la robustesse de toutes ces fonctions prend beaucoup de temps. Donc on ne verra rien avant la prochaine décennie et on continue d'explorer tout ce qui est basé IA. On a pas mal de collaborations en cross-industrie. C'est peut-être l'occasion de dire qu'on a des collaborations évidemment avec le domaine automobile, mais aussi avec le domaine de la santé. Et je dirais que sur Toulouse, par exemple, puisque je suis basée à Toulouse, on a des collaborations avec le centre Oncopole de Toulouse, basé sur l'IA, comment traiter la data, etc. Est-ce que l'IA pourra aussi permettre de faire des économies? Bon, évidemment, c'est le sujet en ce moment. Je ne sais pas si on peut parler d'économie en soi, je dirais plutôt de robustesse dans les décisions qui sont prises par l'humain, dans le sens d'avoir une meilleure collaboration et d'avoir une bonne anticipation de tous les scénarios qui peuvent arriver. Quand pensez-vous donc essayer de généraliser votre système sur les avions? Qu'on soit prévenu quand même, oui. Alors, le généraliser, encore une fois, ça prendra quelques années pour prendre la décision de se dire telle et telle fonction peuvent être implémentées avec un bon niveau d'indice de confiance. Et c'est l'enjeu en fait, des prochains projets pour prendre les décisions côté Airbus et développer les prochaines gammes d'avions. Vous êtes les seuls chez Airbus dans le monde à faire ça, ou il y a une concurrence? Est-ce que d'autres compagnies, d'autres avionneurs testent aussi cette intelligence artificielle? J'imagine que vous n'êtes pas les seuls. Donc j'imagine aussi qu'effectivement, il y a d'autres constructeurs d'avions, plus ou moins gros, qui travaillent sur les mêmes axes. Avec lesquels vous collaborez, non, ou pas? Avec lesquels on collabore, peut-être pas particulièrement, mais malgré tout. La collaboration, quand même, se fait à travers je vais parler des réglementations autour de l'IA, par exemple. Travailler sur l'IA et les nouvelles réglementations qui vont devoir voir le jour pour pouvoir les mettre en vol, ça suppose effectivement une certaine collaboration avec d'autres avionneurs. D'accord, malgré tout, pour se mettre d'accord là-dessus. Mais une fois que je dis ça, donc oui, il y a des chances que d'autres réfléchissent à tout ça. On le voit à travers ces groupes de travail sur lesquels on essaie de s'harmoniser pour essayer de pousser les règlements qui nous semblent être pertinents par rapport à la mise en vol. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros problème, c'est aussi d'harmonisation. Absolument. Entre des pilotes, des avions avec pilote, des avions sans pilote autonome. C'est intéressant de savoir qui est dans l'avion. Quel avion est piloté par des pilotes et par l'intelligence artificielle. Oui. Enfin, en l'occurrence, vous me demandiez là s'il y en avait d'autres comment ils étaient avancés sur le sujet. Je dirais que côté Dragonfly, on a été les premiers à communiquer sur cette démonstration en vol et la faisabilité de ramener un avion au sol de manière totalement autonome, avec une décision au bord totalement autonome. Donc c'est une première dans ce sens-là. J'imagine que derrière, d'autres vont avancer aussi de la même manière sur ces axes. Eh bien, merci. Vous voyez, on est en avance pour déjeuner. Guy, j'ai une proposition de sujet pour l'année prochaine. J'ai pêche sous-marine et musique traditionnelle. Donc, si tu veux me... Donc, là, il n'y a aucun problème. Voilà, donc PNC aux portes. On atterrit en douceur et on roule vers notre déjeuner.